La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Depuis plusieurs années, le cours ECR suscite les querelles publiques les plus vives. Quelle est sa mission au juste? On ne parvient jamais vraiment à l'identifier. S'agit-il simplement d'un cours visant à transmettre une culture religieuse aux jeunes générations? S'agit-il plutôt d'un cours visant à promouvoir un certain idéal de tolérance et d'ouverture dans un monde marqué par la diversité, pour reprendre le vocabulaire officiel? À moins qu'il ne s'agisse, comme plusieurs l'ont suggéré, d'un cours faisant la promotion active du multiculturalisme auprès des jeunes générations, au nom de la déconstruction des préjugés culturels des uns et des autres. Chose certaine, on s'y oppose vivement, même si ceux qui luttent contre ce cours le font souvent pour des raisons contradictoires. Pour mieux comprendre cette querelle, pour mieux comprendre la diversité de ces oppositions au cours ECR, je recevrai aujourd'hui à La vie des idées Patrick Andriese, qui est un des animateurs du site Pour une école libre. Bonjour. Bonjour. Et Daniel Barry, qui vient de publier avec une co-direction avec Normand Baillargeon le cours La face cachée du cours éthique et culture religieuse et qui est aussi anthropologue et journaliste. Daniel Barry, bonjour. Oui, bonjour. Alors, messieurs, je me permettrai de commencer avec une question toute simple, très très vaste en fait, mais qui permet d'embrasser notre sujet. Je commencerai par vous, Daniel Barry. Pour quelle raison, quelle est la mission, selon vous, dans l'esprit de ces concepteurs du cours ECR? Pourquoi l'a-t-on implanté? Quels sont ses objectifs? Il y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse officielle, c'est-à-dire que le cours a été supposément implanté pour viser trois grands objectifs, qui est le comportement éthique, qui est un des deux volets du cours, donc éthique et culture religieuse. Ce volet qui reprend un peu l'ancien contenu du programme de formation morale, basé essentiellement sur une approche qui est comme celle des trois fondamentaux qu'on retrouve dans les chartes des trois. Donc un comportement éthique, civil, respectueux de tout le monde autour, en fait, et qui vise de conserver cet aspect qu'on avait auparavant dans l'ancien programme, qui était le cours de formation morale. Le deuxième grand objectif, c'est de manifester une compréhension du phénomène religieux et finalement la pratique du dialogue. La pratique du dialogue se faisant à l'intérieur des deux autres volets, éthique et culture religieuse. C'est le discours officiel, donc de donner de l'information supposément factuelle sur le religieux et de viser quand même un comportement éthique. Je devine que s'il y a une version officielle, il y a ensuite la lecture que vous en faites. Voilà. En fait, pour nous, c'est assez clair quand on fait une lecture, disons, entre guillemets, laïciste du programme. Il était évident, et on a des déclarations qui le montrent, que ce cours visait à maintenir du contenu religieux dans l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation, autant dans les écoles publiques que privées, suite à la déconfessionnalisation du système scolaire. Alors, on avait auparavant donc un cours d'enseignement religieux catholique ou protestant qui était optionnel et en parallèle avec le cours de formation morale. En déconfessionnalisant les écoles, les commissions scolaires, au ministère de l'Éducation, on s'est demandé que fait-on maintenant avec l'enseignement religieux. On ne peut pas maintenir un enseignement confessionnel dans des écoles qui ne l'étaient plus. Alors, le rapport Proulx est arrivé, de Jean-Pierre Proulx, pour proposer une approche dite culturelle du phénomène religieux, fusionner les deux cours et de le rendre comme ça, puisqu'il n'était plus confessionnel, de le rendre obligatoire pour tous. Il était clair que c'était pour maintenir du contenu religieux dans l'école publique. C'est tellement clair qu'en fait, on a même remplacé les anciens comités confessionnels par une autre structure qui vise à surveiller ce qui se fait dans le domaine de l'enseignement du religieux. C'est-à-dire, on a remplacé les comités confessionnels par le comité sur les affaires religieuses et on a remplacé les sous-ministres de foi catholique et protestante par le secrétariat sur les affaires religieuses pour veiller au contenu du religieux à l'école. Donc, si je résume votre position, je dirais que ECR, c'est une manière de poursuivre une forme d'éducation religieuse à l'école dans un système déconfessionnalisé et de légitimer le fait religieux comme une source, on pourrait dire, de morale ou d'identité chez les élèves, chez les enfants? C'est à peu près ça. En fait, officiellement, on va dire non, le religieux n'est pas la source de la morale, mais les deux cours sont imbriqués. Alors, c'est clair que
le contenu religieux va servir à illustrer ou à orienter la formation éthique, même si organiquement, là, on peut dire il y a pas nécessairement c'est imperméable. C'est-à-dire c'est perméable. Les deux volets sont perméables. Ça se donne dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, dans le même environnement scolaire, la même enseignante, là. Patrick Landry, faites-vous une même lecture des objectifs véritables du cours ECR? Pas tout à fait. Mais je dois avouer que je pense qu'on peut lire les objectifs de manière différente parce qu'il y a des contradictions à l'intérieur du cours même. Je pense que le cours est un compromis entre des gens qui en effet voulaient transmettre encore une certaine culture religieuse et d'autres qui auraient voulu peut-être une éthique qui serait totalement désincarnée des traditions religieuses ou autres. Mais pour moi, un des objectifs du cours, c'est de neutraliser en fait les religions. Ça va être différent de ce que vous allez penser, mais je pense qu'on peut voir le cours ECR de deux manières différentes. Et je pense qu'en fait, le cours ECR satisfait peu de gens, en réalité. Parce que pour les gens qui sont, disons, agnostiques ou athées, il est trop religieux. Et pour les gens qui sont religieux, il est trop laïque, si on veut, ou trop peu religieux. Donc je pense que c'est un genre de chimère, parce qu'on a essayé d'imposer une solution unique. Solution qui a également des visées politiques, hein, parce qu'il n'y a pas que le religieux dedans. Il y a des visées politiques qui sont, à mon avis, très claires. Entre autres, d'accepter la diversité religieuse ou même ethnique, alors que c'est pas exactement la même chose. Et comme a dit un des partisans du cours, un professeur d'université, il fallait ébranler la suffisance identitaire trop massive des élèves. Et donc, il fallait aller au-delà de la simple tolérance envers les autres pour forcer, si vous voulez, un nouveau vivre ensemble. Chose que je trouve éminemment méprisante par rapport au vivre ensemble qui existait déjà. Fragiliser la suffisance identitaire, c'est-à-dire ébranler, pardonnez-moi. C'est-à-dire, en gros, il y aurait une identité collective ou culturelle trop forte, et il faudrait l'ébranler pour lui... Pour aller au-delà de la tolérance passive. Et donc il faut accepter et refonder un nouveau... C'est un des buts. Hein. Il dit il faut assurer un vivre ensemble, comme s'il n'y avait pas de vivre ensemble au Québec avant. C'est très méprisant. Vous dites le cours, en contradiction un peu avec Daniel Barry, vous dites le cours entend banaliser le contenu mais neutraliser les religions. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire, c'est relativement simple. C'est que toutes les religions sont présentées sur un pied d'égalité. Elles sont interchangeables. Elles sont interchangeables. Enfin, elles sont toutes aussi dignes de respect les unes que les autres. Hein. Alors, de là, on peut avoir des approches différentes. On peut soit se dire que aucune n'est bonne, hein, ce qu'un athée pourrait déduire ça, ou arriver à un genre de syncrétisme ou de panthéisme, enfin un truc vague qui va très bien à certaines personnes dans le comité des affaires religieuses, qui voient la religion comme quelque chose qui est relativement bien, mais sans vraiment y croire, si on veut. Moi, je pense que le cours ECR, c'est les religions, c'est bien quand on n'y croit pas trop. Daniel Barry, on a souvent dit, vous reprendrez sur Patrick Landry, mais je rajoute une question. On a souvent dit du cours CR qu'il légitimait toutes les positions religieuses, mais disqualifiait presque spontanément l'athéisme. Est-ce que c'est juste? C'est juste, il le disqualifie par omission. C'est-à-dire que même si quand on lit les objectifs, il est dit qu'on veut transmettre de l'information sur les religions, en fait, à partir des systèmes religieux ou non religieux, je pourrais vous lire l'expression exacte. C'est-à-dire que la compétence manifester une compréhension du phénomène religieux nécessite, je cite, l'examen d'une diversité de façons de penser, d'être et d'agir issus de différents univers, religieux ou autres. Alors, religieux ou autres, on s'attend qu'on va avoir donc une façon de penser issue d'un univers agnostique, incroyant, athée. Mais tout ça a été complètement évacué du programme dès qu'il a été mis en place. Là. La ministre Michel Courchaine a dit non, il ne serait pas question que cet aspect-là soit abordé dans le programme. Et ce n'est pas seulement que cet aspect de l'incroyance qui est évacué. On a même évacué, on trouve aucune trace de la croyance non pratiquante. Ouais. Et quand on met ça ensemble, là, les gens sans religion
les incroyants et les croyants non pratiquants, on n'a plus que de 80% de la population qui ne se retrouvent pas dans le programme. Donc, c'est assez incroyable. Ça veut dire que 80% des élèves de la classe ne se retrouvent pas dans le programme. On présente, par exemple, on demande, dans les manuels, moi j'ai examiné une vingtaine de manuels destinés aux élèves, autant du primaire que du secondaire. On présente, par exemple, des vécus de fin de semaine d'enfants chrétiens, musulmans, juifs. Ils vont à la synagogue, à la mosquée, à l'église, ils racontent leur fin de semaine. Il n'y a rien qui se passe chez un enfant sans religion. Les enfants rentrent à la maison en demandant c'est quoi notre religion, nous, maman? Si on est catholique, comment ça on va pas à l'église? Si on est musulman, comment ça tu portes pas le voile? Les enfants apprennent ça dans le cours ECR, supposément sous un angle culturel. Ça n'a aucun sens. Patrick André, vous sembliez en désaccord. J'avais lu dans le livre de Monsieur Barry cette mention de non-représentativité de 80% des Québécois. Hein, parce que aujourd'hui, 20% des gens vont chaque semaine à l'église. Mais je dois malheureusement, à mon corps défendre un petit peu le cours ECR. Il est logique, dans un cours qui veut parler des rites et du phénomène religieux, de parler des phénomènes des religions, évidemment, même auprès des gens qui ne vont pas chaque semaine à l'église. Par exemple, il y a, en fait, quand on regarde les gens qui ne vont jamais à l'église, qui ne vont à aucun festival, qui ne vont pas à Pâques, ni à Noël, ni à un enterrement, il ne reste plus qu'une vingtaine de pourcents de gens. Hein. Et il est donc tout à fait normal, je trouve, que des parents, même des parents, je pense, agnostiques, pourraient vouloir que leurs enfants comprennent ces grandes fêtes. Mais pas l'inverse. Alors, donc, on peut parler... C'est quoi les grandes fêtes? On peut parler à des non-religieux de la pratique religieuse, mais pas à des pratiquants religieux du fait que la majorité de la population n'a pas de pratique religieuse. C'est ce que je comprends dans l'argument. Là. Mais Patrick André. Oui, mais là où je veux donner raison à Monsieur Baril, c'est que je peux comprendre que des parents, par exemple, marocains, qui seraient venus ici, hein, et qui voient la religion, dont l'enfant à l'école voit la religion représentée sous des formes ou des dehors qui sont intégristes, etc., se posent de grosses questions, et que ça va avoir comme conséquence une intrusion dans la famille. C'est-à-dire que l'enfant va revenir et va sans doute dire: mais maman, pourquoi tu portes pas un voile? Regarde, dans les livres, ils mettent toujours un voile quand il y a une bonne musulmane. Toi, t'es pas une bonne musulmane, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, j'en reviens toujours à mon point de vue. À mon point de vue, il est impossible d'avoir un cours qui satisfait tout le monde. Hein. C'est-à-dire, c'est le plus gros problème de ce programme, c'est qu'il est unique et obligatoire. Je me permets, on reviendra tantôt sur la question du remplacement possible du programme par une chose ou par une autre. Je me permets de revenir sur une chose qui me semble assez importante dans le cours ECR, qui n'a pas été mentionnée jusqu'à présent. Quand on lit les théoriciens, les défenseurs du cours, les philosophes qui le soutiennent et ainsi de suite, on dit souvent que le cours ECR n'a pas pour vocation de transmettre une conception encyclopédique de la culture religieuse. C'est-à-dire, en gros, des connaissances sur les différentes religions, quelles qu'elles soient. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, on est dans la philosophie de la réforme, la philosophie qui disqualifie d'une certaine manière les connaissances de la forme la plus classique. Je pousserai un peu plus loin. Est-ce qu'on peut dire que le cours ECR instrumentalise, ce que suggérait Joëlle Quérin déjà dans une étude en 2008 qu'elle reprend dans votre livre, Daniel Barry? Est-ce qu'on peut suggérer que le cours ECR instrumentalise la religion pour faire la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité, de ce que d'autres nommeront le multiculturalisme? Est-ce que le cours ECR s'intéresse vraiment à la religion finalement, ou s'il ne s'appuie pas sur elle pour faire la promotion d'autre chose? Daniel Barry. Moi, je pense qu'il s'intéresse vraiment à la religion, et si on fait la promotion d'autre chose, c'est un effet, c'est une espèce d'épiphénomène du cours, c'est pas nécessairement ce qui est recherché. L'analyse de Joëlle Quérin, je pense qu'elle est correcte, mais je pense pas que c'est nécessairement ceci qui était visé, c'est-à-dire que l'espèce de multiculturalisme sous-jacent, oui, il est là, il est dans l'esprit des gens qui ont conçu le cours, mais c'était vraiment pour
supposément lutter contre l'inculture religieuse. Là, il fallait tout à coup combattre l'inculture religieuse, alors qu'on a de l'inculture en sciences, on a de l'inculture en histoire, on a de l'inculture en littérature, on connaît pas notre histoire, notre littérature, on connaît pas les sciences. Et là, tout à coup, ce problème-là était devenu criant. Il fallait passer par là pour, supposément, favoriser le vivre ensemble dans une société multiculturalisée. Le problème, c'est qu'on ne passe que par la religion là pour arriver à ça. Le cours culture religieuse, il met pas l'emphase sur la diversité culturelle, il met l'emphase sur la diversité de religions, et ce sont des éléments qui divisent dans la population. Il met pas l'emphase sur ce qui unit. Il nous définit jamais qu'est-ce que c'est que la culture religieuse. Ce sont des particularismes de chaque groupe, ça, la croyance religieuse. Alors que la culture, c'est supposé d'être ce qui unis dans une société. La base commune, c'est pas sur ça qu'on mise. On mise sur des particularismes, on divise la population. Le fait, je pense, du multiculturalisme, il est là, c'est dans l'esprit, c'est dans la mentalité des concepteurs, mais comme je disais, pas nécessairement le premier objectif. Et si de cette façon, on se trouve à neutraliser ou à relativiser les religions, ça aussi, c'est un effet secondaire du cours. C'est pas l'effet qui est recherché. Mais, pour nous, la lecture qu'on en fait, c'est le seul bon aspect. Alors que pour M. Andres, c'est la raison pour laquelle il faut le contester. Qu'on relativise les religions, c'est une bonne chose. Les croyances doivent être relativisées. Mais c'est pas par ce cours-là, d'ailleurs, parce que c'est pas ce qui est recherché. On met du mur à mur, on ouvre un buffet du libre service du religieux dans les écoles à partir de la première année jusqu'en secondaire 5. On dit aux enfants, servez-vous. Construisez votre religion. Sauf en secondaire 3, je crois. Sauf en secondaire 3, parce que là, il n'y avait plus d'espace dans la grille horaire. Il serait là s'il y avait eu encore du temps. Là. Donc, on dit, servez-vous. Les enfants qui n'ont pas de religion vont s'en faire une à la carte. On formate donc l'esprit de l'enfant à penser de façon religieuse, plutôt que de critiquer. Et on a aussi évacué non seulement l'incroyance et la non-pratique, on a évacué tous les aspects conflictuels du religieux. Alors, on peut pas prétendre un cours de neutralité face au phénomène, là. Patrick Landry's. Oui, enfin, je suis pas sûr que dans les classes ça se passe exactement comme ça. Je pouvais vous relater certaines choses où on entend bien les enfants se moquer des fois de la religion qui leur est présentée en cours, parce qu'on pratique le dialogue sur la religion, ce qui est des fois un peu particulier. Non, mais moi je pense que d'abord la prétention que ce cours apprend vraiment des choses sur la religion, il faut la combattre. Hein. Moi, c'est extrêmement superficiel. On voit quelques rites. On ne peut jamais vraiment analyser, le cours le dit clairement, on ne peut pas analyser les choses de manière linéaire. Donc il est impossible, par exemple, de faire 2 mois sur le christianisme et 3 mois, disons, sur, je ne sais pas, le judaïsme par la suite. Je suis sûr qu'il y a des professeurs qui le font, mais ce n'est pas conforme au programme, parce qu'il faut toujours, il dit très clairement qu'il faut mettre en parallèle chacun des éléments de contenu. Et ça se voit très clairement, par exemple, dans les livres de primaire, où vous allez voir se côtoyer Superman, le Christ, des figures mythologiques, etc. Parce qu'on va les mettre sur le même plan. On va parler de Noël où il n'y a aucune dimension chrétienne, pour ensuite parler du réveillon des souris, par exemple. Donc on va avoir constamment ce genre de choses qui, en fait, à mon avis, c'est, comme l'avait dit le juge Lebel de la Cour suprême, ça participe à la folklorisation de la religion. C'est, à mon avis, ça n'aura aucun effet bénéfique. Les gens vont connaître vaguement les choses, et je peux vous relater des cas où j'ai parlé avec des auteurs de manuels ECR approuvés par le ministère et qui se sont fait refuser des textes religieux par des figures assez importantes parce que ça allait trop loin. Hein. Ça faisait plus que 2 ou 3 paragraphes et il fallait réfléchir. On l'avait exclu. Patrick Andres, vous, sur le site Pour une école libre que vous animez, qui est un site d'une très grande qualité, je me permets de le référer à nos auditeurs, vous avez, dans une petite étude, vous aviez fait des manuels ECR. Mm-hmm. Il y a une photo que vous aviez mis de l'avant qui m'avait bouleversé, puis qui en avait bouleversé plusieurs, je crois. Mm-hmm. C'est dans un manuel ECR, on voyait autour d'un ordinateur, si je ne me trompe pas, une jeune femme en niqab. C'est un cahier d'activité, mais oui. Alors
alors j'aimerais dire j'aimerais dire une jeune femme souriante en niqab, mais il y a pas moyen de le savoir. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut dire qu'une représentation dans les manuels, parce qu'une bonne partie évidemment du cours OCR tient dans les manuels, est-ce qu'on peut croire qu'une telle représentation sert à légitimer ou banaliser le niqab dans cet esprit d'ouverture et de diversité dont nous parle le temps? Patrick André et ensuite Daniel Barry. Là, j'aurais un avis nuancé. Je veux dire, ça va dépendre des manuels. Mais il est vrai qu'il y a de très nombreux manuels. Et sans doute, c'est l'effet de ce qu'on avait parlé avant. Il faut décrire le bon musulman, qui vont souvent insister sur, disons, des costumes qui sont très traditionnalistes, très rigoristes. Oui, ça, je pense que c'est vrai, et ça va sans doute banaliser l'acceptation. Enfin, il faut se rappeler de ce que Leroux disait. Leroux disait, il faut que le jeune accepte le jugement du kirpan à l'école. Oui. L'école doit servir à faire la promotion du jugement de la Cour suprême sur le kirpan à l'école. C'est ça la morale, quoi. Enfin bon, parce que oui, je vais. Daniel Barry semble bien désaccord. Non. Elle a des charges là du manuel ou des auteurs qui avaient produit cette fameuse image là, d'une élève ou même peut-être même d'une enseignante en niqab à côté d'un ordinateur. Faut dire qu'elle a été retirée. Et c'était, je l'ai recherché là, et c'était dans un manuel même de 2007, alors que le cours officiellement là a été implanté en 2008. Donc c'était dans l'avant ECR. Là. Mais ça montre aussi l'esprit dans lequel le cours a été cogité. Et là-dessus, même si cette image d'une niqab a été retirée, 90% des cas où il faut parler de l'islam, c'est représenté avec une femme en hijab, pas en niqab, mais en hijab, donc qui porte le voile, qui est avec le visage découvert. C'est toujours les représentations les plus conservatrices de religion. Donc, la musulmane porte un voile, le chrétien porte une croix au cou, et le juif porte la kippa. C'est des images les plus stéréotypées, là, et tout le monde est supposé se fitter dans ce modèle. Il y a, je vous écoute, Daniel Barry, je crois voir un paradoxe dans le cours, mais vous me préciserez ça. D'un côté, il y a une vision très traditionnaliste, ou tout le moins très conservatrice des religions, et de l'autre côté, vous l'évoquiez tantôt, d'autant qu'on le voit, je crois, aussi dans certains manuels, ou tout le moins c'est un exercice qui nous a déjà été raconté, c'est pouvez-vous construire vous-même votre propre religion? Donc, on demande aux jeunes de bâtisser votre propre religion avec ses rites, je devine, ses croyances et ses dieux. Donc, n'y a-t-il pas une contradiction assez forte entre, d'un côté, une forme de conservatisme religieux, à tout le moins, puis de l'autre côté, cet hyper-individualisme qui consiste à vouloir créer son propre Dieu ou créer sa propre religion. On peut y voir une contradiction si on adhère à une vision, disons, théologique du religieux, là. Pour avoir une contradiction. Ce qui est en général le cas des croyants. Effectivement, et c'est pourquoi les croyants s'opposent à ce cours. Les croyants qui défendent vraiment leur vision, je dirais, un petit peu plus doctrinale de la religion. Alors que pour le croyant, plutôt déiste que théologien, il va voir une ouverture à tout ce qui est religieux, il va accepter, en fait. Et même en secondaire 5, on ouvre aux para-religieux, là. On parle de l'ésotérisme, de l'astrologie, du spiritisme, tous les phénomènes para-religieux y passent. Donc, construisez vraiment votre religion à la carte. Mais je me permets de vous relancer, je relancerai les deux, en fait. Cette idée de construire soi-même sa propre religion. Est-ce que ce n'est pas, là-dessus, c'est le nostalgique du cours classique que je suis peut-être qui parle en moi. Est-ce que c'est pas contradictoire avec l'idée même de connaissance et de savoir? C'est-à-dire, à l'école, on ne demandera pas aux gens construisez votre propre pays, ou construisez votre propre géographie, ou construisez votre propre physique ou votre propre chimie. On va dire étudier les choses telles qu'elles sont pour essayer de les comprendre le mieux possible. Est-ce que la part idéologique du cours OCR ne vient pas aussi dans cette hyper-individualisme où on dit construisez votre croyance parce que de toute façon tout est interchangeable. Oui, et cette apparente contradiction vient de l'approche supposément culturelle du religieux. Donc on n'a pas voulu entrer dans le dogme, mais on le fait quand même. On prétend présenter la religion de l'extérieur en parlant du factuel, donc ce qui est observable. Mm-hmm. Mais c'est faux. C'est faux. On regarde les manuels et comment vous pouvez parler de culture religieuse sans parler des croyances d'où cette culture est issue. Bien sûr. C'est une mission impossible. Là. Donc, les manuels énumèrent
page après page, les croyances religieuses de chacune des religions. Il présente la pratique rituelle de chacune des religions en disant, voici comment ça se passe. Et on a tout simplement relativisé en disant, pour les chrétiens, ceci est important, pour les musulmans, les choses, ça passe ainsi, etc. Mais l'enfant reçoit tout ça là, sur le même pied. Et il y a des contradictions encore plus grandes que celle-là. C'est les contradictions entre le volet culture religieuse et le volet éthique. Ce qui est condamné dans le volet éthique, par exemple, l'inégalité entre les hommes et les femmes, va être acceptable dans le volet religieux parce qu'on présente vraiment l'inégalité entre les hommes et les femmes dans chacune des religions. Il n'y a aucune religion qui accepte l'égalité homme-femme. Pourtant, dans le volet éthique, on va dire que c'est ce qu'il faut viser. Patrick Andriese, est-ce que vous remarquez aussi cette contradiction entre d'un côté une représentation presque caricaturale de chaque religion dans sa définition, on pourrait dire conservatrice entre guillemets, et de l'autre côté l'idée construisez votre propre Dieu, votre propre religion, quitte à lui donner un nouveau nom et ainsi de suite. D'une part, il faut savoir qu'il y a une critique de la religion parfois, par exemple la religion chrétienne, ça, elle peut être critiquée. Ah oui, c'est la seule d'ailleurs avec laquelle on peut être très intransigeant, si oui, j'ai compris. Je pourrais vous citer des exemples. Alors que on vous dira par exemple que l'islam a amélioré la situation de la femme, enfin, etc. Ça ne pose pas de problème apparemment. Donc mais moi je veux revenir à la question précédente, qui était en fait, je pense qu'est la base du problème, ou un des problèmes, c'est le constructivisme. C'est-à-dire que le constructivisme en éducation, qui ne se trouve pas uniquement dans construisez votre religion, ce qui est bien sûr comme quasiment une offense pour un croyant. Mais même pour un homme de culture. Même pour un homme de culture, c'est vraiment incroyable. Tout le monde est autonome, tout le monde peut, dès 6 ans ou 12 ans. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il y avait des gens qui avaient construit leur religion et ils devaient se trouver un chef spirituel, et c'était Chuck Norris. Et c'était Chuck Norris. Mais je suis prêt à croire à cette religion. Et les rites, c'était de pratiquer beaucoup le judo, etc. Bon, mais mettons ça de côté. Le problème, à mon avis, c'est l'enseignement des compétences par compétences et l'enseignement et le constructivisme, d'accord. Alors que Leroux a dit qu'il fallait dépasser, que l'école était passée d'abord par l'enseignement des vertus et puis l'enseignement des savoirs, et que maintenant il s'était dépassé et il était arrivé à l'enseignement des compétences, d'accord. Et moi je pense que moi je suis un conservateur, je pense que l'école doit être conservatrice, bon on va pas parler d'Hannah Arendt, etc., mais l'école est conservatrice par nature même. Il faut d'abord apprendre la culture qu'on hérite avant de la critiquer. Il faut d'abord avoir de bonnes bases, et on le voit, il y a d'ailleurs une ironie terrible. Georges Leroux décrit lui-même son éducation comme étant l'éducation d'un prince florentin. Il a fait collège classique. Mais où est-ce qu'il en arrive? Il en arrive à défendre des réformes scolaires où on n'apprend quasiment plus rien, alors que lui-même s'est insurgé contre le fait, par exemple, que ses enfants devaient apprendre le français à travers des dictées de traduction de Rolling Stones. Il a dit plusieurs fois, il l'a dit 3 fois, dont une fois au procès de Drummondville. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de tellement contradictoire. Il faut retourner aux connaissances, il faut retourner au savoir, à notre culture. C'est ça qui est primordial. Et c'est la même chose pour la religion, que l'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut d'abord bien la comprendre. Daniel Barry, vous alliez dire? Oui, non, c'est parce qu'on avait parlé du cours classique, là, et puis bon, effectivement, on peut y retrouver des relents, surtout chez Georges Leroux. En fait, puisqu'on en parle de M. Leroux, qui est un des plus ardents défenseurs du cours ECR, il nous dit dans un de ses textes qu'un programme de culture religieuse doit, je cite, inculquer le respect absolu de toute position religieuse. D'accord? Écoutez, c'est assez difficile à défendre, là. Le respect absolu de toute position religieuse. Mais oui. Il dit que les croyances religieuses doivent s'aborder différemment que les comportements éthiques. Alors, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis, M. Leroux nous dit également que un cours de culture religieuse ne peut que présenter, je cite, toutes les religions comme des phénomènes contingents, réels et historiques, et non comme des vérités en soi ou transhistoriques. Ça, en fait, ce sont des universitaires qui ont développé le cours comme s'ils s'adressaient à des universitaires qui visaient à former des sociologues de la religion. Comment vous pensez qu'un enfant de 6 à 12 ans va faire la différence entre un phénomène contingent, réel et historique et une vérité en soi transhistorique? Jésus est ressuscité à Pâques. Alors, est-ce un fait historique ou une croyance
transhistorique. Alors, je me permets de vous arrêter dès maintenant car nous devons passer à la pause, mais nous revenons dans quelques instants pour la suite de la vie des idées où nous reprendrons cet échange sur le cours OCR. Radio VM, Excusez-moi, c'est juste- au cœur de l'essentiel. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cette discussion à propos du cours éthique et culture religieuse avec Patrick Andriese, qui est un des animateurs du site Pour une école libre, et Daniel Barry, qui vient de publier avec Normand Baillargeon un livre collectif, donc sous leur direction, La face cachée du cours éthique et culture religieuse, et qui est journaliste et anthropologue. Alors, juste avant d'arriver à la pause publicitaire à laquelle nous devions naturellement nous soumettre, Daniel Barry nous citait des passages importants d'un des philosophes et des théoriciens les plus ardents du cours ECR, qui est Georges Leroux, où il nous invitait à un respect absolu, j'espère ne pas citer maladroitement, de toute position religieuse. La question qui me frappe à travers ça, puis on en reviendra tantôt sur la question de la réforme scolaire, mais moi, ce qui me frappe à travers ça, c'est n'y a-t-il pas là-dedans une forme de consentement au fanatisme, c'est-à-dire, à ce que j'en sais, on nous dira que le fanatisme n'est pas une position religieuse, mais une religion dévoyée. Ça, on n'en sait absolument rien. Je veux dire, tout dépend de la définition qu'on donne du fanatisme et ainsi de suite. Donc, n'y a-t-il pas dans le cours OCR une forme de relativisme qui ne dit pas son nom et qui, au nom de l'ouverture à tout et à tous, peut banaliser des positions, des idées, des comportements qui, on pourrait dire, entrent non seulement en contradiction avec les principes de nos sociétés, mais même avec la culture et les mœurs, et peut-être même un certain idéal de connaissance. C'est ce qui est à craindre, c'est ce qu'on craint, nous. Et là, quand on apporte cet argument, on va nous dire, oui, mais écoutez, il y a aussi le volet éthique là, qui vise à tempérer les choses. Mais à ce moment-là, quelle est l'intelligence là, de ce programme qui dit une chose et son contraire? Effectivement, si toutes les positions religieuses doivent être absolument respectées, eh bien aussi les positions défendues de façon fanatique, l'intégrisme et à la limite, pourquoi pas le djihadisme. Oui, mais c'est une question qui me Et vient. pourquoi pas bon, on a dit tout à l'heure, amener l'enfant à accepter le jugement sur le kirpan, ben c'est aussi amener l'enfant à accepter tous les jugements sur les accommodements religieux, même s'ils vont à l'encontre de nos conceptions là, du vivre ensemble. J'aimerais revenir juste sur ça parce que c'est assez important. La commission Bouchard-Taylor proposait qu'il faudrait d'enseigner le plus rapidement possible le cours éthique et culture religieuse pour que ne revienne pas une éventuelle crise des accommodements raisonnables parce que les Québécois comprendraient mieux la diversité s'ils passaient par le cours ECR. Vous avez évoqué Georges Leroux qui disait que lorsque tout le monde aura passé par le cours ECR, il se reconnaîtrait dans le jugement de la Cour suprême sur le kirpan, la légitimité du kirpan à l'école. Ça nous amène à la question, me semble-t-il, et je poserai la question à Patrick Andriese d'abord, la question politique du cours ECR. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que ce cours a des objectifs explicitement ou implicitement politiques? Implicitement, certainement. Explicitement, je ne sais pas. Mais enfin, le nombre de déclaration de Monsieur Leroux est assez impressionnant à ce niveau-là, et il est assez évident que pour lui, ce cours doit servir à modifier la manière dont les jeunes vont être formés au niveau politique, je pourrais dire. Quand il dit par exemple que nos enfants seront meilleurs que nous, ils seront des pluralistes normatifs. Donc, pour eux, il sera obligatoire de trouver que la diversité est une bonne chose. Donc, il est évident pour Monsieur Leroux et pour d'autres que ce cours a une grande importance pour remodeler la manière dont les jeunes et donc la future société vont concevoir les rapports entre les gens. Et moi, ce qui m'indigne le plus, c'est que cela vienne de l'État. Alors que traditionnellement, l'État ne se mêle pas de la formation, disons, morale ou politique. Il se veut neutre ou objectif au moins, et il doit garantir un certain nombre de choses, mais c'est pas à lui de dicter comment on va percevoir la multiplicité des religions, lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes, ou même essayer de dire que le multiculturalisme c'est bien, ou que le pluralisme normatif c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le nec plus ultra, alors que lui-même admet que ce n'est jamais qu'une philosophie parmi toutes.
Daniel Barry, est-ce que c'est un cours politique? En fait, moi, je suis d'accord avec la lecture là, que vient d'en faire M. Andrés. Effectivement, on parle de M. Georges Leroux, d'autres défenseurs aussi abondent dans le même sens. Là. Pour M. Leroux, c'est clair que pour lui, le pluralisme est un objectif en soi. C'est pas seulement une constatation d'un fait social, de la multiculturalité sociale. Le multiculturalisme, c'est une valeur en soi qu'il faut privilégier. Effectivement, suite à ça, la lecture donc qu'en fait Joël Quérin est exacte, même si je ne sais pas nécessairement ce qui était visé au départ, mais ça s'inscrit, on peut inscrire le cours tout à fait dans une perspective de multiculturalisme politique. Je me permets de déplacer un peu la conversation sur un thème qui me semble très important, c'est-à-dire voilà un cours qui a des ambitions immenses, qui, on pourrait dire, qui s'inscrit dans un désir de réingénierie sociale ou morale ou culturelle, mais qui a une étape importante dans ce cours, ce sont les enseignants, ce sont les enseignantes. Et très souvent, lorsque je fais des conférences sur différents sujets qui touchent à ces questions, des enseignants du cours ECR viennent vers moi et me disent, je ne les nommerai pas bien évidemment dans le détail, me disent, vous savez, ça c'est ce qu'on nous demande au ministère, mais ensuite il y a ce qu'on enseigne en classe. Et ils se présentent, sans nécessairement utiliser le mot, à la manière de dissidents dans leur salle de classe, où en gros on nous dit, oui effectivement le cours ECR a des objectifs un peu idéologiquement étrange, mais dans notre cours, on en fait tout autre chose. On en fait soit un cours de patrimoine religieux, soit un cours de bonne manière, de politesse, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez, d'une manière ou de l'autre, des échos de ce qu'on pourrait dire, comment ce cours s'enseigne? Oui, nous on a certains échos. Effectivement, il y a des enseignants qui nous disent, comme vous venez de le mentionner, moi je donne que le volet éthique. Et puis ils vont parler des religions à Noël, à Pâques, lors du Ramadan. Mais si c'est ça la réalité de la classe, donc faisons la vérité sur cette situation-là. Évacuons le cours de culture, le volet religieux du cours ECR, puis si les enseignants ne le donnent pas. Et quand il se donne, il peut très bien aussi être donné de façon très conservatrice et très prosélyte même. Si un enseignant, lui, veut vraiment transmettre un contenu de croyance qui est plus proche de son comportement. Donc, ça pose des problèmes de deux façons. On se retrouve donc, en fait, avec les mêmes situations qu'on avait dans l'ancien système confessionnel où plusieurs enseignants refusaient de donner le contenu religieux. Mais dans cet ancien système confessionnel, les enseignants pouvaient demander l'exemption de l'enseignement religieux. Et quand on a rendu ce cours obligatoire, on a retiré de la loi sur l'éducation publique la possibilité pour l'enseignant d'en être exempté. Donc là, il est tenu de le faire. Et pour l'enfant aussi. Au secondaire, donc il y a une heure précise prévue à l'horaire et c'est un cours donné supposément par un spécialiste qui a été formé en principe pour le cours et qui lui a de l'intérêt à le donner. Là. Patrick Andriese, que dites-vous de cette espèce de dissidence qui ne dirait pas son nom mais qui se pratiquerait dans les salles de classe par rapport à ce cours-là? Comment est-il donné? Qu'est-ce que ça veut dire donner ECR? Des contacts que j'ai j'étais secrétaire à la coalition pour la liberté en éducation. Nous avions des tentacules, si vous voulez, dans les écoles. Le cours est donné de manière très différente selon les écoles et selon les professeurs. Alors c'est vrai que au niveau du primaire, le professeur est titulaire et fait un peu ce qu'il veut. Et on va trouver toutes sortes de résistances comme cela, ou des gens qui vont juste faire des choses tout à fait inoffensives, comme préparer une activité pour la fête des pères. Et ça va servir. On pourra cocher la case, dire on a fait ECR. Il faut se rappeler que les professeurs et ça a été noté à plusieurs reprises, sont extrêmement mal préparés. C'est-à-dire, je pense qu'il y avait en 2015, Madame Anne-Marie Duclos avait dit par exemple que pour les enseignants du primaire, 60% n'avaient reçu aucune formation. Et qu'il y avait que 25% qui avaient reçu plus que 5 heures de formation. Mais je pense que ce n'est pas rien qu'un manque de moyens. On le sait par d'autres gens que j'ai rencontrés, qu'il y avait une résistance même dans le fait de venir à la formation. Les gens ne voulaient pas venir à la formation. Donc je pense qu'au niveau du primaire, en gros, le cours est peu enseigné. Au niveau du secondaire, là, ça varie, et c'est vrai, Monsieur Barry a raison, on peut faire varier et être très prosélyte dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, un professeur va pouvoir poser les bonnes questions pour faire pencher le cours d'un côté ou de l'autre. On sait aussi
des syndicats l'ont dit, l'association des professeurs d'éthique et de culture religieuse s'en est émue. Par exemple, à Montréal, 2/3 des écoles sacrifient du temps, réduisent substantiellement le temps consacré à ECR. Il y a d'ailleurs une petite campagne amusante qui est un peu révélatrice, c'est que cette association avait lancé il y a quelques années une campagne de cartes postales à envoyer pour qu'on respecte l'horaire des cours ECR. Donc je pense que il y a en fait une grande insatisfaction. Et je veux rejoindre aussi autre chose de ce qu'a dit Monsieur Baril. Le problème, pour moi, c'est l'absence de choix, l'absence d'exemption. Et ça, pour moi, philosophiquement, c'est incompréhensible. On a ces gens qui nous parlent sans cesse avec le verbe haut, en nous disant la diversité, c'est merveilleux, le pluralisme, etc. Mais quand il s'agit de pouvoir choisir et de faire autre chose, là, c'est hors de question. Ça va jusque, comme vous le savez, Loyola qui ne pouvait pas enseigner à sa manière le cours ECR. Donc moi, c'est une école privée catholique. J'aimerais vous amener un instant aussi sur la question qui me semble fondamentale du rapport entre ECR et ce qu'on appellerait la réforme scolaire ou le socio-constructivisme à l'école. Bon. Il y a une vision assez généralement portée par l'école aujourd'hui qui consiste à dire qu'elle doit moins transmettre un patrimoine de culture et de civilisation qu'elle ne doit enseigner des compétences, comme on dit. Puis l'enfant, dans une forme d'idéal d'autonomie radicale là-dedans, c'est-à-dire l'enfant doit construire lui-même son propre savoir à partir de ses expériences. Dans quelle mesure le cours ECR est-il en lien avec cette philosophie globale de la réforme scolaire? En est-il une expression radicalisée, pour reprendre le terme à la mode? Comment peut-on faire un lien entre la réforme scolaire et ECR? Daniel Barry. Je pense qu'il est une très bonne illustration de cette approche-là en éducation où il faut aller, l'enfant va construire son savoir. C'est un leurre, c'est un peu une foutaise. Il faut que l'école transmette des connaissances, c'est essentiel. Il faut revenir aux éléments de base. Et moi, en fait, même sur le cours éthique, là, je pense que c'est encore trop relativiste. Ce qui était peut-être bon du côté religieux, l'est moins du côté éthique. Il faut transmettre des valeurs. Et moi, j'adhère aux valeurs républicaines. Je pense que le cours ECR, le volet éthique, en tout cas, devrait s'alimenter d'une orientation clairement républicaine, humaniste. C'est-à-dire que les philosophies des Lumières, par exemple, qui ont donné naissance quelques siècles plus tard à ce qu'on appelle aujourd'hui les chartes des droits, ce sont les valeurs humanistes fondamentales, essentielles, qu'on peut dire universalistes. Même si M. Georges Leroux n'est pas d'accord avec le fait que ce soit universel, Leroux et Charles Taylor nient qu'il y ait des valeurs universelles chez l'être humain, alors que c'est complètement faux. En fait, on a tous la même nature et c'est de notre nature humaine universelle que sont issues ces valeurs. Ce qu'on recherche, le bien-être collectif pour tous, l'égalité de tous, ça fait partie de ce que normalement un être humain devrait rechercher. Alors que là, au lieu de miser sur cet aspect qui unit dans une société, on mise sur les particularismes, comme on disait tout à l'heure. Mais donc, pour vous, il est légitime que l'école ait clairement des finalités normatives. C'est-à-dire sur certains aspects, je pense que oui. De toute façon, elle le fait. C'est pas vrai qu'on va dire que tout est bien dans une société, là, que le viol va être permis finalement, ou que, disons, la pédophilie, tiens, pourquoi pas. Alors non, il y a des choses qu'on doit refuser et il faut qu'il y ait un engagement clair. On peut pas on peut pas mettre sur le même pied tous les comportements, toutes les valeurs. Ça, c'est très clair. Et à mon sens, même le volet éthique n'est pas suffisamment engagé de ce côté-là. Patrick Andriese, est-ce que j'aimerais vous ramener donc sur cette question du lien entre on pourrait dire ECR et la philosophie générale de la réforme scolaire, et par ailleurs sur la question des orientations normatives de l'école. Je vous invite aussi à répondre à la question. Je pense que j'avais déjà un peu abordé ça. Pour moi, et certains des concepteurs l'ont dit clairement, il n'était plus le temps de parler de vertu ni de savoir. Il fallait maintenant passer à des compétences. Il fallait construire son savoir. Moi, je suis totalement opposé à ça. Je pense que si je veux être poli, je vais dire que c'est une perte de temps souvent. C'est-à-dire qu'il faut l'enfant, enfin, prenons un exemple peut-être un peu caricatural, mais enfin, est-ce que l'enfant va trouver Pythagore tout seul, et ça peut s'appliquer à plein de choses. Je veux dire, il faut profiter du fait que
de notre culture, il faut assumer cette position, vous savez, du nain juché sur des épaules de géants. Moi, je suis tout à fait pour une forte transmission des connaissances en éthique également. Je vais revenir à ce point de vue-là. Je partage le point de vue, mais pas nécessairement la méthode ou la manière de le faire. Je pense qu'en éthique, on dit parfois que tout le monde est d'accord pour enlever, ou que beaucoup de gens critiquent le volet ECR, mais que le volet éthique ne l'est pas, mais ce n'est pas vrai. C'est avoir mal lu les critiques qui ont été opposées au cours ECR. D'ailleurs, Paul Donovan, qui était le directeur de l'école Loyola quand elle a intenté son procès, a dit clairement que c'était d'abord l'éthique qui l'embêtait. Parce que l'éthique ne proposait rien et que vous savez, une bonne partie de l'éthique dans le cours ECR, c'est d'arriver à un consensus par le dialogue et d'arriver à une position commune, etc. C'est vrai, sans utiliser de sophisme, etc. Bon, c'est une partie qui est bonne. Mais pour moi, on arrive à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas une éducation. C'est-à-dire une véritable éducation va proposer des valeurs et ce n'est pas, disons, consensus dans une classe avec un animateur là qui est prof, qui siffle quand il y a un sophisme ici ou là, qu'on arrive à quelque chose. Moi, je trouve que c'est antithétique à une véritable éducation. Mais est-ce qu'on pourrait pas croire, cela dit, que normalement ces valeurs peuvent être exemplifiées par des œuvres, par l'enseignement de l'histoire, sans être explicitement avancées à la manière de contenu normatif associé au programme scolaire? D'ailleurs, on le sait bien. Vous savez, il y a au moins une école que je connais qui est officiellement exemptée du cours ECR au Québec. C'est par exemple l'Institut Marie de France, d'accord, qui applique le programme français. Et elle est exemptée. Pourquoi? Parce que décidé, j'ai écrit, j'ai demandé. Elle est exemptée. Pourquoi? Parce que elle fait ça par transversalité, si on veut utiliser le vocabulaire de la réforme. C'est-à-dire, c'est à travers ces autres cours qu'elle applique ce genre de valeurs. Et dans la tradition, disons, scolaire ou française, encore aujourd'hui, c'est à travers les grandes œuvres qu'on va essayer de toucher les gens et qu'on va essayer de leur montrer des modèles ou qu'on va essayer de les conscientiser, par exemple, à des problèmes. Alors, vous allez à Victor Hugo, par exemple, qui va vous parler de la détresse ou, je ne sais pas, de la peine capitale, où vous allez avoir toutes sortes de choses, Zola pour la condition dans Germinal. Et donc vous allez utiliser les œuvres et à travers ces classiques, vous allez essayer de conscientiser les gens ou au moins leur faire réfléchir à certains sujets. Et moi je trouve que c'est une très bonne manière de faire. Daniel Barry. Ça peut être une bonne manière de le faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis pas contre cette approche. Là, quand je parle de normatif, c'est pas vraiment de taper sur le clou, là, mais une approche comme celle-là peut très bien faire. Mais il faut dire que le Collège Marie de France, c'est un établissement français à l'étranger. Oui. Donc, qui est sous la charte du ministère de l'Éducation français. Il fonctionne ici avec un permis d'institution privée, mais c'est un établissement français qui, donc, applique l'approche française qui est appelé là-bas l'enseignement du fait religieux. Oui. C'est pas l'équivalent de notre cours ECR parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière formelle, il n'y a pas un programme formel dans l'horaire avec une grille précise, un emplacement précis dans la grille horaire. On fait ça à travers les autres matières. Mais bon, justement, ça tombe bien parce que dans notre volume, on a justement un texte sur ce terme qui vient d'une Française, Madame Sylvie Midaverne, qui nous fait voir que malgré l'approche française à laquelle on pouvait être ici peut-être un peu favorable, en tout cas qui serait moins pire que notre cours ECR, mais on voit qu'il se retrouve un peu avec les mêmes problèmes. Il y a une pression des milieux religieux pour qu'il y ait de plus en plus de place dans le curriculum scolaire, pour faire plus de place aux religieux. Et donc les pressions sont là, comme exactement pour aller un peu dans le sens de ce qu'on a ici. Donc c'est un peu le cheval de Troie. Même si l'approche est plus intelligente là et qu'il y a moyen de transmettre un comportement éthique et peut-être même de l'information sur le religieux de cette façon. Mais ça, parlons de secondaire 4 et 5. Oui, bien sûr. Non pas en première année avec des enfants de 6 ans. Il nous reste à peine un peu moins, en fait, d'une dizaine de minutes. J'aimerais aborder avec vous la question de, imaginons qu'on puisse réformer le cours ECR ou... qu'en faire, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a une plage horaire qui est là. La première, quelquefois, à la manière d'une boutade, je dis, par quoi remplacer ECR, mais par un cours de littérature française, ou par un cours d'éducation physique, ou par un cours d'histoire du Québec. Autrement dit, on peut simplement utiliser le temps pour autre chose. Ce n'est peut-être qu'une boutade. Daniel Barry,
peut-on réformer ECR? Doit-on le réformer? Le remplacer par quoi? Et parler, je vous dirais, répondez très librement et très vastement à cette question. En fait, on peut le réformer, c'est bien sûr. Moi, la principale réforme, c'est tout simplement de retirer le volet religieux. Et puis, on garde avec un volet éthique qui pourrait être enrichi par exemple... On a la moitié du volume qui porte sur des alternatives à ce cours. Par exemple, philosophie pour enfants. Enfin, on va dire que la philosophie pour enfants, c'est pas du contenu, c'est une façon de réfléchir. Mais effectivement, on pourrait introduire de façon plus explicite, plus formelle, cette approche-là dans le volet éthique. Il y a des expériences qui se font dans ce sens-là dans certaines écoles du Québec qui donnent de bons résultats. Maintenant, quand nous, on dit retirer le volet religieux, on nous demande toujours le remplacer par quoi? Et c'est une question qui peut être étrange. Quand on a retiré, aboli l'enseignement d'éducation sexuelle, on l'a remplacé par quoi? On l'a remplacé par rien. Là. On a donné de l'importance ou du temps à d'autres matières. Ce matin, j'entendais justement à la radio, on parlait de la réintroduction du volet de l'éducation et de la sexualité. On va prendre le temps où? Pour parler de cette chose qui est plus importante, je pense, que de savoir qui est Gouslap et qui est le dieu Ganesh. Hein? Et tout à l'heure, j'ai abordé le terme de l'exemption qui a été repris par M. Andrés. Pour nous, c'est clair qu'il n'est pas question de réintroduire l'exemption dans le système. Ça peut être une solution à court terme, immédiate, pour des parents là, qui veulent absolument pas entendre parler de ce cours-là, mais on réintroduirait, en fait, je pense que ça serait un pire que la solution actuelle. Au Mouvement Ligue québécois, on s'est battu pendant 30 ans contre ce système inique. On marginalisait les enfants. D'abord, et c'était... la plupart du temps pas appliqué. On ne veut pas revenir à ça. La solution, M. Andrés tout à l'heure disait que c'est un compromis, qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire, donc retirons ce volet qui satisfait tout le monde, autant du côté des croyants que des non-croyants. Patrick Landry, vous êtes transformé pour quelques instants, quelques heures, quelques jours, quelques années en ministre de l'Éducation. Que faites-vous avec ECR? D'abord... la première chose que je ferais en tant que ministre, ce serait de permettre à ce que les parents aient plus de choix en général. ECR, c'est un cas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres cas où il faudrait revenir sur certaines décisions de centralisation qui me semblent très nuisibles. On peut bien sûr avoir une approche jacobine et penser qu'il est bon que l'État diffuse le savoir d'en haut. Je pense que 50 ans de réforme, ou même plus, depuis le rapport Parent, n'ont pas montré nécessairement que c'était la bonne manière de faire. On en arrive aujourd'hui à des gens qui sont souvent incultes, des gens qui s'expriment mal. Il faut que le ministère de l'Éducation se concentre sur certaines missions, que le programme soit obligatoire, soit réduit à sa plus simple expression. La langue, la défense de la langue, apprendre la langue, apprendre l'histoire de manière objective, ne pas aller nécessairement dans les détails, mais dire voici les grandes dates, et voici les grands mouvements qu'il faut connaître. Les devoirs du citoyen, par exemple, connaître les institutions. Et je pense que, par exemple, un autre cours qui pourrait très bien remplacer ECR et qui est utile dans la formation du citoyen, c'est un cours de rhétorique et de décryptage des médias. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je dirais que dans un sens, j'ai l'impression que le combat, par exemple ECR, etc., c'est un combat dépassé. Moi, je ne comprends pas ça. Ça devrait pas faire partie, si on veut de la religion ou non, des choix que les parents pourraient faire. Un peu partout, dans les écoles publiques ou privées. Je voudrais aussi des écoles plus petites, mais c'est un choix, c'est une question que je trouve un peu dépassée. Mais ce qui est important par rapport à la force des médias aujourd'hui, si on veut former des vrais citoyens, par exemple, c'est d'abord de bien parler sa langue, de pouvoir décrypter ce que lisent les médias, d'avoir un cours de rhétorique. Ça, c'est une vertu du cours ECR qui n'est pas mauvaise. Par exemple, là où on essaie de découvrir des sophismes, etc. Ça, j'ai aucun problème avec ce genre d'aspect. Et je pense qu'il faut les développer. Mais pour le reste, je pense qu'il faut que les parents aient plus d'implication dans les écoles. C'est la meilleure manière d'impliquer les parents. C'est essentiel dans l'éducation. Ce n'est pas avec des énormes écoles, avec tous les ordres qui viennent d'en haut, que c'est une bonne chose. S'il faut passer, par exemple, par des écoles
plus nombreuses qui seraient privées ou communales ou municipales, qui seraient rapprochées des gens. Moi, je trouve ça c'est parfait. Il faut que l'État garantisse l'égalité des chances, donc il doit garantir le financement, allant aux parents, garantir par exemple la sécurité, ce qui n'est pas toujours évident avec les revendeurs de drogue, des choses comme ça, mais il faut recentrer le gouvernement sur un curriculum qui serait plus modeste. On va avoir le même truc avec l'éducation sexuelle. Ça va de nouveau servir de vecteur, à mon avis, pour modifier des comportements. On va voir des lobbies s'agiter pour avoir leur petit truc dans le cours et pouvoir l'imposer partout. Moi, je suis fondamentalement opposé à ça. Je pense que les gens qui sont les parents, il faut leur rendre une certaine fierté, il faut les responsabiliser, il faut que l'école soit plus près d'eux, il faut arrêter de les traiter comme des enfants, il faut arrêter qu'on soit infantilisé dans ce domaine. Daniel Barry, il nous reste à peine une minute. Oui. Vous adhérez à cette idée plus générale d'une décentralisation de l'éducation? Vous croyez que l'État doit encore porter très fort, on pourrait dire, les programmes et la conception de l'école? Oui, mais là, on a un très mauvais exemple. En fait, je pense que l'État a un rôle à jouer sur le contenu qui doit être enseigné dans les écoles. Ça, moi, c'est assez clair de ce côté. Décentraliser non, je pense c'est dangereux. Alors, on va laisser chaque école, peut-être chaque enseignant faire les choses à sa façon. Il faut qu'il y ait un minimum donné dans chacune des écoles, un minimum de base, et il faut pas avoir peur d'affirmer les valeurs auxquelles on croit, d'affirmer quelle est notre histoire, qu'est-ce qui fait le progrès de l'humanité, les valeurs humanistes dont sont issues les chartes, il faut les affirmer. Et il faut surtout développer la pensée critique. Bon, le cours de rhétorique dont parle M. André, c'est un peu dans ce sens, mais la pensée critique, ne pas avoir peur de l'appliquer aussi aux religions, même si on peut déplaire à du monde. Et chers amis, sur ces paroles, sur ce débat final qui ouvre sur un autre, je vous remercie de votre présence aujourd'hui à la Vie des Idées. Daniel Barry, Patrick André, merci beaucoup d'avoir été ici. Et chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la Vie des Idées. Merci.